relativement un peu plus bref que prévu, étant donné qu'on a pris un petit peu de retard et que je suppose que chacun et chacune d'entre vous avait faim. Donc, et qu'il y a déjà aussi beaucoup de choses qui ont été dites préalablement par mes prédécesseurs. Avant toute chose, je tiens à remercier Guy pour l'invitation en effet étonnante, et aussi pour les nombreux projets respectifs qu'on a portés et qui se sont croisés ces dernières années. Donc mon intervention va essentiellement être structurée auprès de projets que j'ai eu l'occasion de porter ces dernières années au Bénin, avec tout à l'heure il y avait le docteur David Mionrevi qui était là, mais je pense qu'il nous a quittés entre-temps. Voilà, le docteur David Mionrevi qui a été mon compagnon de lutte pendant des années avec Gilles Lactoban et Fortuna Gossa. Donc comme l'a dit Guy, c'est le travail d'une longue équipe. En effet, étonnant que je sois là parce que j'ai un rapport très particulier aux langues. Par exemple, je me sens plus francophone que française. Aujourd'hui, c'est la journée des langues maternelles. Ma langue maternelle est le français. Donc je suis ravie d'être parmi vous. Mais le point va surtout en effet être développé par la suite sur... Et bien en attendant que le BC reprenne vie avec nous, je suis arrivée au centre en 2016. À l'époque, lorsque je suis arrivée, toutes les visites étaient évidemment en langue française, ce qui me semblait objectivement plutôt normal en tant que... étant donné que c'était la langue officielle, mais il y avait véritablement une problématique, une distorsion déjà de base entre le public majoritaire que l'on recevait, des enfants du quartier de Bouzoupa qui sont plutôt des enfants qui ont, pas tous, mais notamment pour avoir travaillé avec plusieurs CEG du quartier qui ont plutôt des lacunes en français. Et on s'est rendu compte au cours de visite que faire ces visites en français n'avait absolument aucun sens. Mais à l'époque, on n'avait pas encore entamé tout le processus que l'on a appelé par la suite de décolonisation du musée et de la bibliothèque. C'est bien plus tard que c'est arrivé. Étant donné qu'on n'est pas vraiment là dans un milieu spécialement culturel et artistique, je me permets de remettre des petites photos du petit musée de la Récade pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Je peux appuyer les directions. Avant ça, je vais commencer par une citation qui a été extrêmement importante dans le process de retour aux langues maternelles avec l'équipe du centre, qui était une citation d'un artiste, d'un auteur, dont je ne vais pas prononcer le nom étant donné que je vais absolument l'écorcher, mais qui va s'afficher normalement dans... Et qui a été le point de départ de notre... Donc voici cette citation donc, de l'ouvrage Décoloniser l'esprit, qui date de 1986 mais qui a été traduit en plusieurs langues a posteriori. Et c'est une citation à partir de laquelle, en tout cas, qui a véritablement amorcé notre réflexion sur comment et dans quelle dynamique il est important pour nous en tant que responsables d'un lieu culturel qui accueille notamment du public et plutôt des publics avec des horizons référentiels très singuliers. Voilà, dans quelle dynamique on devait s'ancrer. Je vais la lire même si elle est vraiment assez visible. Le choix d'une langue, l'usage que les hommes décident d'en faire, la place qu'ils lui accordent, tout cela est déterminant et conditionne le regard qu'ils portent sur eux-mêmes et sur leur environnement naturel et social, voire sur un univers entier. À partir du moment où on a fait le postulat avec toute l'équipe, tonton David, tu m'arrêtes si je dévie. À partir du moment où on est parti de ce postulat et se rendre compte qu'il y avait véritablement un problème en fait par rapport à ce qu'on proposait, aussi bien dans nos visites que dans nos cartels. Les cartels, pour celles et ceux qui peut-être ne voient pas, ce sont les petites cartes d'identité qui accompagnent les œuvres au sein d'un musée.
Donc en 2020, on reçoit un peu moins de 30 nouvelles pièces dans le musée, ce qui nécessite un deuxième accrochage. Préalablement, je n'étais pas en charge du musée et rapidement, avec l'équipe, on s'est rendu compte que nous-mêmes, on véhiculait des propos qui étaient plutôt antinomiques avec la dynamique dans laquelle on s'ancrait. Dès 2020, on a commencé le projet Musée en mouvement, qui s'articulait essentiellement autour de la documentation de nos pièces et également de la traduction de nos cartels. Donc pour ce faire, on a dû faire appel évidemment à des experts, parce que quelle qu'était la bonne volonté que nous avions les uns et les autres dans l'équipe, on manquait complètement de compétences, étant donné que nous ne sommes pas des linguistes. On a donc identifié un ensemble de personnes ressources, que ce soit des amis, des collaborateurs, mais également des personnes qui nous semblaient très loin là-bas, parce que experts renommés, émérites et de loin nos aînés, donc nous avec beaucoup moins de légitimité, étant donné que la moyenne d'âge de l'équipe était de même pas 30 ans, je crois, à l'époque. On a commencé du coup ce process de documentation avec Gabin Gimassé, qui n'est pas en photo. Mais Gabin Gimassé, qui était notre première résidence de recherche pendant 2 semaines. On a pris le temps de lui proposer nos hypothèses, nos potentielles traductions. Et ce qui a été extrêmement intéressant, ça a été de constater que les cartels sur lesquels nous n'étions pas intervenus par manque de connaissances et parce que nous n'étions pas forcément capables de les traduire, lorsque nous avons échangé avec Gabin, ça a été une étape essentielle pour même mieux comprendre nos objets. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'est posé la question de comment pouvons-nous transmettre à nos publics, à nos visiteurs, et donc transmettre également un héritage qui n'est pas le nôtre, parce que je ne suis pas normalienne comme tout le monde l'a remarqué, je pense. Comment peut-on le transférer sur un paradigme de la dignité et non sur un mode qui pourrait encore établir des hiérarchies ontologiques au niveau de nos visiteurs et nous de notre action. Donc après, Gabin Gimassé qui a confirmé, refusé aussi pas mal d'hypothèses, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, on avait fait beaucoup désolé pour le mot, mais de dingueries et d'approximations et d'erreurs. Il nous a permis de réorienter beaucoup de choses, et par la suite nous nous sommes tournés vers le professeur Bienvenu à Cora. Je suppose que tout le monde connaît ici. Non. En tout cas, le professeur Bienvenu à Cora, linguiste, très grand linguiste qui est à l'écran du pays, avec lequel on a vraiment été encore plus loin au niveau de l'orthographe. Avec M. Gabin Gimassé, on était resté essentiellement autour des informations qui étaient historiques et quelques corrections. Avec le professeur Akora, on s'est vraiment appesanti sur l'orthographe, les accents et tout ce qui va avec, que nous n'étions vraiment pas en mesure de comprendre, étant donné que pour celles et ceux qui ont déjà fait l'exercice de la traduction sans être linguiste, le fond, il y a plein de manières d'écrire le fond. Il y a plein de faux fonds. Le fond de Cotonou n'est clairement pas le fond d'Abomey. Je ne sais pas si on a fait l'expérience dans la famille Outonji avec Gabin Gimassé de faire une interview où même l'équipe qui était présente et qui est fond me regardait en me disant ça c'est pas notre fond, on ne comprend pas. Donc par exemple sur certains podcasts que l'on a élaborés avec Gabin, on n'a même pas tenté de le traduire. Tellement c'est un fond qui est compliqué et on laisse aux puristes le soin de savourer ce fond qu'on n'oserait même pas pervertir avec des traductions approximatives et qui ne rendraient pas toute l'envergure des propos de Gabin. Donc après toute la récolte d'informations, on a dû évidemment passer, donc là je vais détailler un tout petit peu, au cartel. Qui ont connu de très très nombreuses évolutions durant les 6 années de direction que j'ai fait au centre avec les... Là, je vais vous montrer la version finale des cartels. Si on la regarde rapidement, cela peut sembler extrêmement anodin. En réalité, c'était des années de travail. Donc là, oui, c'est tout petit, ça semble vraiment très très facile. C'est pas du tout le cas. Il reste probablement encore des coquilles en fond, peut-être que tu en vois. Ça fait partie du chemin. Donc la typologie pour laquelle nous avons été
T, pardon, était en effet la dénomination principale en Fongbe. Sur votre gauche, la traduction en français, et après les différentes hypothèses interprétatives. Pardon. On a également rajouté quelque chose qui est important, la question des provenances. Comme vous le savez, il y a quelques années, il y a eu le grand projet de restitution, et l'intérêt des musées, c'est vraiment porté sur d'où viennent ces œuvres, dans quel contexte elles sont parties, et où ont voyagé, parce que l'histoire est aussi plus complexe, on ne peut pas voir les choses de manière toujours manichéenne, même si lorsque l'on voit que les provenances sont évidemment des marchands d'art, on peut avoir quelques hypothèses sur la manière dont les œuvres nous ont quittés. Par exemple, la dénomination relative à l'endroit, donc à l'origine de la pièce, donc à Abomey, ancien royaume du Dahomey, Bénin. Il faut savoir que ça a été peut-être repris 4 à 5 fois. On ne savait pas si on devait dire Abomey, enfin royaume du Dahomey, à partir de quel siècle on ne parle plus de royaume du Dahomey, même si on est issu dans la culture. Des questions qui peuvent paraître vraiment peut-être très ennuyantes et lointaines, mais qui en fait nous ont demandé beaucoup de temps pour être en mesure de trancher, sans que je sois... bon, alors aujourd'hui je ne suis plus au petit musée de la Récap, donc ce n'est plus, voilà, ce n'est plus de ma responsabilité, mais c'est en effet quelque chose qui peut être encore amené à bouger peut-être, parce que la difficulté de ce travail de traduction de nos cartels et de traduction de manière générale de notre musée en langue fond est un process sans fin et qui, je pense, même dans 10 ans, on y sera encore, parce que d'autres personnes comme celles qu'on a vues ce matin font également des travaux qui viendront nourrir nos pratiques. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce soit le docteur Dassy ou Monsieur Kevin qui était là juste avant moi. On a été confrontés à des problématiques identiques, alors qu'on intervient pourtant dans des domaines extrêmement différents. Par contre, je crois que je vais accélérer ça. J'aimerais également vous montrer une toute petite vidéo. Elle dure 15 minutes, mais je vais vous montrer que 2 ou 3 minutes. C'est une vidéo documentaire, une capsule que l'on a produit dans le cadre justement de ce process de recherche. On l'a produit à Abomey, toujours avec notre aîné Gabin Gimassé qui nous a accompagnés. Et nous sommes allés... Et nous sommes allés dans l'atelier Akati, et où là encore, évidemment, Damien par le fond. Moi j'étais en backup, je posais les questions, l'équipe traduisait, et on a dû évidemment traduire tout ceci. À l'époque, on n'avait pas encore tout le clavier de pile et tout ce qu'il fallait. Donc on avait été confrontés évidemment à des grandes difficultés. Voilà. Je pense qu'il y a évidemment pour les linguistes qui sont présents des décalages au niveau de la traduction et du texte, mais c'était un geste et une étape de travail qui a été tout de même importante. Donc je vais juste... voilà, juste quelques minutes.
ni yo lo grata wa mi na mo maza fina e ma so idea primero a osuleo you know the way some pour voir un voir oui et nan danger oui et bien sûr na mo jidi ya ma fun wa tout de là ya ne kare bona fon maza ou il est là. Pour pas prendre tout le temps, si jamais vous avez envie de la consulter, elle est disponible au petit musée d'Arcade. Je suis là comme toujours pour le petit musée d'Arcade. Cette vidéo, elle a été intéressante pour nous parce qu'elle a généré un déclic. On s'est rendu compte qu'au-delà de la question qu'on se posait de comment traduire nos cartels pour qui était véritablement un positionnement intellectuel et quasiment même politique en réalité, on s'est aussi rendu compte que peut-être que notre manière même de penser les visites et nos interactions dans le musée en fait était également issue de modèles qui n'étaient pas forcément en adéquation avec la tradition, avec la culture et avec la réalité de nos visiteurs. Dans cette dynamique, on a... on peut laisser ça, ça marche aussi. Dans cette dynamique, on s'est beaucoup interrogé. On est reparti une deuxième fois et d'ailleurs une troisième fois aussi à Bomé, rencontrer le roi Béhanzin, prêter allégeance au roi, lui présenter le musée et surtout lui présenter les pièces issues de la famille Béhanzin que l'on avait dans notre collection. Et quelques mois plus tard, en vue du nouvel accrochage qui a eu lieu en juin 2023, on a décidé également d'intégrer, on a pris contact avec le Paliban du roi et on a enregistré l'intégralité cubanéjérique de la famille Béhanzin qu'on a diffusé dans le musée. Ce qui est extrêmement intéressant, mais il n'a pas été traduit non plus. C'est-à-dire que même si lorsque l'on vient dans le musée, il y a une possibilité quadrilingue de faire les visites en fongbe, minant, français, anglais, on a aussi fait le choix de laisser dans l'espace documentaire des choses brutes qui n'ont pour nous pas être traduites en fait, parce qu'elles seront difficilement saisissables. Également, c'est aussi disponible au musée. Donc voilà, c'est en 2020 qu'on avait abordé le projet de musée en mouvement avec lequel on avait utilisé le clavier de guide. Et c'est seulement en 2023, donc l'année passée, qu'on présente ce travail et justement toute la dimension linguistique qui était beaucoup plus développée que préalablement. Je vais également vous montrer une toute petite vidéo, c'est le making-of du montage. C'est assez intéressant parce qu'on voit tout ce qu'on ne voit pas lorsque l'on est visiteur. Et surtout, ça permet pour ceux qui ne connaissent pas l'intérieur du musée de pouvoir avoir un aperçu sur la manière dont on a retransmis ce travail et ces recherches à nos visiteurs.
chose qui m'intéressait, déjà on pouvait voir l'intérieur du musée, je pense que vous avez aperçu les inscriptions au niveau des murs. Bill m'a annoncé la semaine dernière qu'il y avait 2 grosses fautes d'orthographe qui tenaient. Donc on est vraiment très très heureux, mais c'est pas grave parce que c'était une étape de travail, donc on assume complètement. Et dans un même mouvement, en parallèle de ce travail de retour au fond B et de traduction, on avait amorcé dans un même mouvement au niveau de la bibliothèque un travail de décolonisation de la bibliothèque. Et ça a été extrêmement important au niveau du centre, ce double mouvement sur comment dans un même mouvement on va essayer de penser une médiation et d'essayer d'être plus accessible à nos publics, notamment à nos enfants qui sont quand même un public de prédilection et qui a été toujours, encore et toujours au cœur du centre de l'éducation populaire, la base. Mais également comment il était important pour nos artistes, parce qu'on est aussi là pour parler de la création contemporaine, de nos artistes, des créatifs, de la manière pour pouvoir penser la société et pouvoir penser leur création potentiellement avec des ouvrages qui ne sont pas Émile Zola et bref, en tout cas des ouvrages issus exclusivement d'un fonds documentaire envoyé d'Europe qui va vraiment approprier pour développer des projets d'affirmation, de résilience ou des dynamiques décoloniales. Donc c'est des mouvements qui sont vraiment faits ensemble. Sur la question des langues, tout à l'heure, mes 2 prédécesseurs ont également, enfin non, surtout M. Kevin, pardon, abordé la question de la jeunesse. Quand on parle également de la place, de la création et de l'importance des langues maternelles dans la création, un musée est aussi un espace qui potentiellement peut mettre à disposition de la matière qui après va être réutilisée par les artistes. Là, vous allez voir apparaître dans 2 minutes notamment une photographie d'une pièce qui a été réalisée par les enfants du quartier de Bozumpa sous la direction du brillant et sublimissime Didier Sedora Nassemandé qui est metteur en scène. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà la plupart des interventions de Didier se faisaient évidemment en langue, parce que la plupart de nos mots ne maîtrisent pas le français. Donc comment pouvons-nous fédérer et fidéliser des enfants si quand ils arrivent dans un musée, on les met déjà dans une forme d'échec ou de distance. Donc on s'est vraiment rendu compte qu'à partir du moment où on a commencé à quasiment automatiser en fait le fond B dans nos visites, en tout cas pour les mômes plutôt, on s'est rendu compte que les enfants ont un rapport très différent aux objets, à la gestion d'espace et dans leur manière d'interagir avec l'équipe. Et c'est ce qui nous a permis aussi de développer un ensemble de projets sans justement les langues traditionnelles au quotidien, enfin les langues, je ne sais même plus comment les appeler, maternelles, les multiples langues maternelles. Mais alors au centre, il y a vraiment beaucoup de langues maternelles aussi multiples que nos enfants. C'est comme ça qu'on a réussi à inclure et à fédérer les jeunes au niveau du centre. Ça, c'était vraiment extrêmement important, le fait que quand ils arrivent dans le musée, ils puissent parler comme ils veulent, qu'il n'y ait pas de problème avec le fait de parler français, de faire du bruit et tout ce qui est normalement peut-être interdit dans des institutions dédiées à la jeunesse. À partir de tout ce projet, on est... 24 juin, ouverture du nouveau musée. Quelques mois avant, on rencontre une équipe du Muséum de Toulouse, sur lequel notre ami Bill va probablement aussi nous rejoindre, autour justement de la documentation inclusive des collections. Il y a évidemment la question de la langue, mais également la question des savoirs. Qu'est-ce qu'on considère comme être un savoir reconnu, valable ou non? Et ça a été vraiment très intéressant. Et le plus intéressant, après un voyage de 10 jours à Toulouse, d'une équipe, une quinzaine de professionnels béninois autour des collections du Royaume du Dahomey dans un musée étranger. L'une des conclusions parmi d'autres à laquelle est arrivée la délégation béninoise était la nécessité de, je cite, fongbétiser la langue pour que depuis l'international et depuis l'étranger, on soit en mesure d'appréhender les objets avec beaucoup plus de justesse et de complexité. Le français ne permet pas de parler comme il faut du Royaume du Dahomey, en fait. Ça semblait évident, ça s'est
vraiment confirmé par la suite, et on est content de voir que ce petit projet, tout petit projet au Petit Musée de la Récade avec l'équipe, avec Bill et beaucoup d'autres, a permis finalement, en tout cas, à trouver écho à l'international et sur la manière dont voilà, on envisage de parler du royaume, pas que depuis le Bénin. Là, je pense que je suis en train d'exploser de temps, clairement. Et bien, alors, je vais passer une partie et je vais juste passer, là, je vois des étudiants d'Africa Design School. Ça tombe bien, je voulais parler de vous. Préalablement, notamment, M. Dassy a posé la question de savoir comment on pouvait, la Constitution qui avait traduite en Batonou, comment on pouvait la diffuser, étant donné que même si les gens parlent en effet des langues maternelles, et beaucoup, en effet la plupart des Béninois sont polyglottes, peu en fait le lisent. Et donc nous aussi on a été confrontés à cet écueil de comment transmettre, traduire si au final les gens ne peuvent pas le lire. C'est juste un positionnement idéologique, mais en fait c'est pas du tout pertinent. Donc pour ça je vais vous présenter un peu dans la dynamique de ce qu'on a vu préalablement avec M. Kevin. Un projet qui a été mené par une jeune diplômée maintenant qui s'appelle Jade. Par une jeune diplômée qui s'appelle Jade Ganigui Sekete, qui est qui est en mon sens un des projets pour lesquels j'ai eu le plus gros coup de cœur depuis que j'interviens à Africa Design School. La question était de savoir comment justement nos enfants pouvaient renouer avec leur langue traditionnelle et surtout sur l'importance de cette cible, parce que c'est un âge qui est beaucoup plus difficile de revenir à une langue. Je vais passer et on va passer à la maquette. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'elle a également choisi le bâton. Je pense que c'est la troisième fois qu'on en parle ce matin. Il y a peut-être un truc à faire finalement. Je pensais qu'on parlerait plus du fondé, mais même pas. Elle a développé un jeu de plateau extrêmement pertinent. Il a été testé, il y a eu pas mal de tests utilisateurs, de prototypes, mais là encore on est confronté aux mêmes problématiques que Bill, que M. Dassy, et que beaucoup de projets qui sont en fait très porteurs et qui ont plein de potentialités, mais il y a toujours une difficulté de financement. Donc il y a un moment, comme il a été dit préalablement, la volonté politique va forcément devoir accompagner les initiatives, que ce soit la traduction d'une constitution, des applications qui vont accompagner les détenteurs de savoir, peu importe. Il y a un moment où on est vraiment confronté à la question du budget. Je pense qu'il y a beaucoup plus de projets dans la tête des gens et ou des prototypes qui ont déjà été élaborés autour des langues qui ne sortent pas. Et malheureusement, je crois qu'on va finir par attendre que ce soit, dit-elle alors qu'elle est étrangère, des personnes étrangères qui viendront au Bénin les développer pour nous. Donc peut-être qu'il va être temps qu'on s'active, ou tout du moins qu'on réfléchisse à des modèles économiques alternatifs. Je vais essayer de clôturer cette fois. Super. Je parle d'ADS vraiment de manière très rapide, je parle toujours beaucoup trop du musée de toute façon. Africa Design School, ça va être une école extrêmement importante pour Cotonou, pour le Bénin. On est à la troisième génération de designers qui va sortir. À l'heure actuelle, pour vous donner un ordre d'esprit, on a plus de 200 étudiants à ADS. Ça veut dire 200 professionnels qui vont arriver sur le marché du travail dans votre environnement audiovisuel. Et ils vont arriver en force, ils sont brillants, ultra créatifs, innovants et on a véritablement et fondamentalement, nous aussi, que ce soit en tant qu'intervenants ou en tant que professionnels des langues, de la culture, d'institutions qui portent des projets muséaux pour ce pays et peu importe, une énorme responsabilité parce que si ces jeunes sont brillants, on constate, et là je suis désolée les gars, on constate quand même qu'il y a une distorsion entre l'histoire, entre la culture, avec la religion, avec beaucoup de choses. Il y a vraiment une grande méconnaissance. Mais pour autant, il y a quelque chose qui est extrêmement important à noter, me semble-t-il, c'est qu'ils ont envie d'aborder ces sujets-là. Et la plupart des sujets qui sont déployés à ADS
ont non seulement une dynamique sociale, ça fait partie des attentes et des requis, mais les jeunes vont quasiment instantanément dans l'idée de conserver, préserver le patrimoine. Et le retour aux langues maternelles, quelles que soient les langues, est de plus en plus présent. Par contre, un constat qu'on a pu faire, que ce soit au petit musée d'Arekad ou à Africa Design School, on a un problème de matière. Tout à l'heure, Bill a présenté, enfin en tout cas, depuis que j'ai vu un clip traduit en fond B, je sais pas ce que c'est. Les stickers. Non, pas les stickers. Ah, non, je crois que c'était un clip. Ah ouais. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que si vous avez bien remarqué, les signes qui sont spécifiques au fond B n'étaient pas de la même police que le reste. Là, c'est l'un des problèmes majeurs que l'on a, même si Bill a développé un... Comment ? Tu parles de la typographie. Absolument. Même si Bill a développé un clavier qui a permis de débloquer beaucoup de portes, en réalité, l'un des freins pour la jeunesse, pour les artistes, les designers et les créatifs, ça va être le fait qu'à l'heure actuelle, on n'a même pas deux typographies qui sont en mesure de supporter le fond B. Donc ça veut forcément dire que sur des projets qui vont être innovants, nouveaux, ça peut décourager. Les personnes qui vont promouvoir les langues maternelles ne sont pas forcément des spécialistes des langues maternelles. Il y a plein de manières de promouvoir les langues maternelles. L'intitulé d'un concept, l'intitulé d'une campagne de communication et tout ce qui va avec peut avoir un impact absolument énorme, peut-être plus même que nous là, 50 personnes qui discutons entre nous parce qu'on aime les langues maternelles, donc la question que je me pose, ou plutôt l'appel que je ferai, pour tous les créatifs, notamment voilà, ADS, mais pas que, je vois beaucoup de monde, l'importance de produire les moyens que la jeunesse puisse utiliser les langues maternelles. C'est vraiment essentiel parce qu'à l'heure actuelle, ils sont limités. Ils n'iront pas instinctivement vers ces solutions si on ne leur prémâche pas, au tout du moins, si on ne leur donne pas de la matière. C'est valable pour les typographies, c'est un véritable problème. Je pense également aux patterns, aux illustrations, aux emojis. C'est très compliqué, par exemple, pour les designers d'espace, de faire des projections ou des plans pour aller vendre ça à un client d'une école maternelle qui est au Bénin si les petits-enfants sont blancs. Ça ne marche pas. Donc ça semble absolument anodin, mais en vérité, il n'y a pas que la traduction pure et dure, comme ça a été évoqué préalablement. Il y a aussi après les moyens de porter ces traductions et ces langues vers le numérique. Parce qu'à l'heure actuelle, on est quand même encore limité au Bénin. Il faut bien se rendre compte que, par exemple, les jeunes designers, même s'ils ont beaucoup de solutions numériques, souvent on les fait faire un pas de côté, parce que combien de personnes ont accès à des Android ? Combien de personnes ont les moyens de payer 500 francs CFA de crédit par jour pour avoir accès à une application ou un site internet? Donc le numérique, oui, mais je pense qu'on a encore beaucoup d'obstacles sur notre chemin. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là si jamais il y a des questions. J'ai oublié de dire la moitié des choses. Mais c'est pas grave. Je pense que ce travail que nous avons amorcé, notamment sur la manière de traduire les cartels en langue fongbe, nous a permis également nous-mêmes de nous rendre compte des difficultés auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'intellectuels lorsqu'il s'agit en fait de prononcer les noms des objets en fongbe. Vous savez, bien qu'on soit intellectuel, nous-mêmes, il y a plusieurs fois, on s'est séparés juste sur une malcompréhension parce que la terminologie ne renvoyait pas exactement au concept de la langue fongbe. Par exemple, Béranzin, on s'est rendu compte que Béranzin, ça ne voudrait rien dire absolument pour les gens. Béranzin, ça renvoie à du vide. Et je pense que ce travail que nous avons fait a permis en fait de contextualiser l'objet dans la langue et permettre en fait aux visiteurs de mieux approprier le contenu des objets à travers la culture. Et en même temps, leur a permis de trouver cette affirmation identitaire. Et je pense que c'est un travail formidable que nous avons amorcé au petit historique et qui est important de continuer. Merci. Comment le rapport humain, ça s'est passé avec les Béninois, comment ça s'est passé en fait? Et quel intérêt toi tu avais, franchement, en tant que francophone, à rendre les cartels disponibles en langue fond, par exemple? Quel intérêt? Moi, je ne vois pas, peut-être à ta place, je ne vois pas cet intérêt. Et encore que nous, on est en train de faire, par exemple,
on est en train de participer à la décolonisation dont tu parles. Ok. Et quel intérêt tu l'as fait? Quel intérêt tu avais pour pouvoir te lancer ce chantier-là? Et sachant qu'en off, tu m'as raconté cette expérience, je voudrais que tu partages quand même avec le public, pas pour critiquer, mais quand même pour attirer l'attention sur un fait. Et c'est en même temps une séance de sensibilisation à ça. Merci. Au centre, j'ai proposé que l'on directement qu'on mette le Fongbe en paradigme de tout le centre. Et étant donné que nous étions un lieu qui a quand même une portée essentiellement communautaire, et c'est important, c'est pas fantastique. Étonnamment, c'est les Agomiens qui m'ont refusé ce projet en me disant que c'est un truc de blanc. Alors à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi on me disait que c'était un truc de blanc de vouloir traduire le français en Fongbe. J'ai toujours pas compris, si quelqu'un peut m'expliquer. Quelques années après, on m'a confié la direction et la première chose que j'ai faite, en l'occurrence, c'est justement de remettre le Fongbe en paradigme, en discussion évidemment et en étroite collaboration avec toute l'équipe. C'est la première partie de la question. La seconde partie de la question, la manière dont on a travaillé d'un point de vue méthodologique, je ne parle pas fond. D'ailleurs, j'attends toujours mes cours de fond. Je ne parle pas fond, mais justement, je pense que c'était une véritable force dans le process. Parce que pour chaque objet, en fait, je reposais des questions comme un enfant. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on décompose le mot, quel est le sens? Et ce qui a été aussi extrêmement intéressant, c'est que pendant des séances, on s'est rendu compte qu'on parlait français, mais on ne parle pas le même français. Parce que comme on l'a dit préalablement, une langue, c'est un univers référentiel, c'est un rapport au monde, un rapport à la nature et plein de choses. Et donc on avait un français de communication, mais en fait combien de fois, en effet, David peut en témoigner, on a pu aussi avoir des écarts parce qu'en fait on se rendait compte qu'on ne se comprenait pas. Et après ça a été des heures et des heures et des heures de discussion. On passait du français au Fongbe, du Fongbe au français, et on essayait de voir ce qui était le plus juste. Voilà, donc beaucoup de temps. C'est ça la question que je crois. Voilà. Et quel intérêt est-ce que vous avez? L'intérêt, pardon. Voilà. L'intérêt, en fait, je sors d'une formation curatoriale en Europe, et en 2015, l'université Rennes 2 dans laquelle j'ai été formée, on était la seule formation curatoriale de France, je crois, à l'époque. On avait une spécialité option décoloniale, postcoloniale et féministe. Donc lorsque je suis arrivée au Bénin, j'étais déjà bien gonflée à bloc sur les questions décoloniales et sur la responsabilité aussi partagée qu'on avait des deux côtés, parce que cette histoire elle est nôtre, qu'on le veuille ou pas. Et j'avais été aussi extrêmement intéressée par l'impérialisme linguistique qu'on retrouve en fait de tout temps. Et cet impérialisme linguistique qui a pu être imposé lors de la colonisation, en fait, si vous regardez bien, en France, on a aussi hiérarchisé ontologiquement les langues. Donc il y avait la langue, le français, qui est la seule vraie puissante langue officielle. Et après, il y a ce qu'on appelle les dialectes, donc tout ce qui est folklore, le breton, etc. Et finalement, alors évidemment, il n'y a pas du tout les mêmes histoires, mais la manière dont on traite, en tout cas, dont peut être traité le fond à côté du français aujourd'hui, ça a été la même chose en Europe, en fait, avec des langues comme le breton, le basque, etc. En fait, c'est des rapports de domination toujours. Ce que ça m'a apporté, c'est que j'aime l'idée, je sais pas, j'aime l'idée qu'on puisse déconstruire les choses et essayer de faire acte de résilience dans nos métiers. Voilà. C'est notre chose à tous, quoi. Voilà. Merci beaucoup. En général, c'est pas seulement au Bénin, en Afrique, les gens parlent au moins 2 ou 3 langues, systématiquement. Donc la question de la langue maternelle ne se pose pas. Et le numérique est a priori une menace pour ces langues maternelles, puisqu'il faut passer par l'école pour pouvoir accéder à cette technologie. Donc, en inversant la problématique, il faut bien garder en perspective que les populations, dans leur grande majorité, n'ont aucun problème d'abord avec leur langue. Ils la parlent ou ils les parlent très correctement. Et dans les grandes villes, évidemment, on les avertit en commençant par leur parler le français à 3 ou 4 ans, quand ils commencent l'école. Donc, il y a ce travail de sap qui se pose. Par contre, quand on entre maintenant dans un processus de création, et moi je t'attendais beaucoup un peu sur ce terrain, tu as bien fait, mais
je pense que la question de traduction des cartels, par exemple, en français, ne règle pas le problème, puisque il a dit, les gens ne lisent pas, ils ne l'écrivent pas. Moi, je me souviens, en 6e, c'était obligatoire, on faisait le cours de API, on appelait Alphabet phonétique international, qui nous permettait de lire ou d'écrire au moins à partir de l'alphabet et de cet alphabet dans nos langues maternelles. Maman n'a jamais été à l'école, donc elle faisait des cours de catéchisme. Donc moi, avec la Bible, moi je l'aidais à répéter ou à s'entraîner quand elle revenait de ses cours de catéchisme. Donc oui, la langue peut aider, et justement pour le créateur, évidemment, quand ça dépend, hein, c'est peut-être la seule réserve, c'est peut-être moi qui me prends mal, le problème que j'aurais avec ceux qui, par exemple, font des écoles de design. S'ils sont restés dans les grandes villes et qui n'ont aucun contact, ou très peu de contact avec leur milieu, et ils ont une culture urbaine très forte, ils ne comprennent pas. Et il y a des choses évidentes pour des gens qui ne connaissent pas, qui ne peuvent même pas désigner dans les langues. Et donc, pour représenter ou pour inventer, ils feront des inventions, des propositions qui correspondraient beaucoup plus à des gens qui n'appartiennent pas au même univers. Donc, ma question, après, est-ce qu'il y a eu une enquête pour voir comment la traduction des cartels, par exemple, en fond, qui est évidemment c'est classique, quel a été son apport? Est-ce que les gens ont remarqué que ça a été utile pour les visiteurs du musée? Et voilà, quelle solution on peut... Je pense que la solution multimédia, vidéo, audio peut être plus facile pour atteindre la grande majorité des populations. Mais comment est-ce que c'est perçu et quelle a été la plus-value de traduire des cartels en fin de... Je me suis envoyé. Merci. Alors, c'est une question longue, je ne suis pas censée trop parler encore. Quel a été l'impact? Déjà, il ne faut pas penser, on n'a pas pensé le cartel de manière autonome. Même si je suis une amoureuse profondément des cartels, le cartel était associé à un ensemble d'éléments en fait, qui concouraient à proposer une autre expérience à nos visiteurs. En réalité, la chose la plus importante qu'on ait peut-être fait en termes d'inclusion, David, tu vas le dire pour moi, s'il te plaît. J'ai pas envie de me foutre à mon publiquement, tu vas le dire pour moi. Lorsque l'on entre au petit musée de la récap, il y a une phrase qui est prononcée, s'il te plaît. Voilà, et ça, ce qui a été vraiment extrêmement important, c'est qu'en fait, c'est parti un matin autour d'un café, en se disant, mais c'est pas bizarre d'accueillir les gens en français et après leur proposer des langues, on devrait les accueillir en fond, complètement informel. Mon bureau était juste au fond du musée, c'est-à-dire que j'avais accès au son des gens. Les premiers visiteurs qui entrent lorsque les gars font cette introduction, j'entends des réactions mais absolument géniales, des rires, des réponses, et en fait là je me suis dit c'est fou quand même en fait une phrase, et juste dans la manière de dire bienvenue chez vous, bonne arrivée, enfin peu importe, dans la langue des gens, ça a complètement cassé le rapport distant qu'il y a quasiment naturellement avec un musée. Excusez-moi, un musée c'est pas très chaleureux, même pour moi, enfin je veux dire c'est quand même plutôt froid un musée. Donc ça pour moi c'était aussi important que les cartels. On ne peut pas les penser de manière autonome, les cartels c'est plus un positionnement quasiment politique aussi, je crois, je ne sais pas si politique c'est le mot, mais c'est le tout. Comment? Politique, il faut l'assumer. Ouais, mais après j'ai pas envie d'avoir de problème. On va dire, je sais pas, en termes de médiation en tout cas. Mais par rapport à ta question, c'est l'accumulation de choses qui a fonctionné. Et par rapport au numérique, tu as raison. Contrairement par exemple à la première promotion où la filière design numérique proposait essentiellement des applications et des sites qui en fait étaient peu opérationnels par rapport en réalité. Là maintenant, l'équipe pédagogique, on est beaucoup plus sur du si vous voulez travailler au niveau du Nord, quelle est la relation de cette population ou de cette communauté avec le téléphone portable? Est-ce que le numérique est pertinent? Est-ce qu'on doit utiliser une connexion internet où on travaille avec des clés USB ou des codes SSD? Voilà, on est vraiment sur d'autres réflexions et je pense que la nouvelle génération de designers qui arrive a besoin que nous, intervenants, on mette l'impression aussi sur la responsabilité qu'ils ont à proposer des solutions efficaces pour leurs cibles. Je crois que ça va aller doucement, mais sûrement. Mais aux linguistes et historiens qui sont là, on a besoin de matière, les jeunes ont aussi besoin de matière parce qu'eux ne font pas l'effort. Donc peut-être que c'est nous ici qui ferons le lien entre les détenteurs, détentrices de savoir et la jeunesse qui
elle ne va pas faire une traduction d'une langue à une autre, mais de génération à une autre. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est la jeune génération qui devra porter l'héritage dans quelques années. Voilà.